l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Fédération nationale de la libre pensée a l'honneur de recevoir 6 invités pour débattre aujourd'hui d'un thème qui fait la une des médias, l'islamo-gauchisme. Il est partout, il se répand partout, il menace partout. C'est un virus plus dangereux que la Covid-19. Un spectre hante le petit monde de la réaction et des médias à ses ordres, l'islamo-gauchisme. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc. Fantasme ou réalité, menace ou diversion, on parle d'un rapport à l'université commandité par la ministre Vial, on parle aussi d'un rapport commandité par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. En clair, la chasse est ouverte. Pour nous en parler, la Libre Pensée a invité 6 intervenants de qualité, sociologues, juristes, universitaires. Certains sont des militants, d'autres non. Je vais leur laisser la parole tour à tour. Je leur laisse le soin de se présenter avant de donner leur point de vue sur la question qui nous rassemble aujourd'hui. À la suite de leurs interventions, s'ils le souhaitent, ils pourront réagir sur les propos des uns et des autres. Comme le dit un célèbre adage, écoute, regarde, médite. Ils vont prendre la parole. Jean Boppero, Michel Virurka, Sylvie Brosniak, Malik Salemkour, Jean-Michel Ducomte, Jean-Sébastien Pierre. Je suis l'ancien titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études et j'ai publié divers livres sur le sujet et j'ai participé à des ouvrages collectifs de la libre pensée et publié un roman historique, Improbable amour, aux éditions de la libre pensée. Donc je voudrais simplement faire 3 remarques sur cette expression d'islamo-gauchiste qui, comme vient de le dire Christian Eschen, a envahi les médias ces derniers mois jusque dans les rangs officiels de l'éducation nationale et d'enseignement supérieur. Bon, d'abord, une remarque d'historien, le terme d'islamo-gauchisme me fait penser à un autre terme qui a fait florès au moment de la loi de 1905, le terme de socialo-papalin. C'est un peu la même structure puisque dans les deux expressions, socialo d'un côté, à l'époque où les socialistes étaient considérés comme des révolutionnaires, gauchiste y correspond, et papalin de pape, hein, donc ça correspond à islamo. Bon. Donc pour Jaurès, Aristide Briand, Francis de Pressensé, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme à l'époque, ont été traités d'islamo-papalin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un refus d'un républicanisme autoritaire qui devait républicaniser le catholicisme. C'était un peu la thèse de certains radicaux. Il fallait par la séparation obliger le catholicisme à se républicaniser. Il y avait le souci, comme le disait explicitement Aristide Briand, de rendre la loi acceptable pour l'Église catholique. Et donc, ces 3 socialistes étaient accusés d'être des bourgeois de Calais. Et l'expression bourgeois de Calais, qui la corde au cou allait tendre les clés de la République au pape, rappelle un peu l'expression
d'idiot utile qui est souvent accolé à l'expression d'islamo-gauchiste. Alors, ceci dit, voilà, c'est des expressions vraiment très polémiques qui finalement jugent plus leurs auteurs que les gens à qui elles s'adressent, que les gens qu'elles prétendent désigner. Mais ce qui m'inquiète moins, c'est moins l'expression elle-même, parce que, bon, tout le monde sait qu'elle est polémique, qu'elle est outrancière, que le fait qu'elle prend place dans une série d'éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, et que dans ces éléments de langage, il y a d'autres expressions qui lui sont accolées et qui prennent de plus en plus valeur d'évidence. Par exemple, une certaine interprétation du terme d'universalisme. Et des gens qui se veulent des politologues non engagés, aussi bien des journalistes que des chercheurs, vont opposer ce qu'ils appelleront l'universalisme républicain, et sous-entendu et français d'ailleurs, bon, à d'autres discours qui seraient des discours identitaires, qui seraient des discours racialistes, etc. Bon. Autrement dit, ce qui, moi, me paraît clair dans cette perspective, c'est que les discriminations sont mises entre parenthèses. Et le terme d'universalisme qu'on oppose à islamo-gauchisme, à ce moment-là, devient un terme qui fait comme si il n'y avait pas de problème de discrimination. Et donc, il y aurait d'un côté ceux qui seraient universalistes et de l'autre côté ceux qui parleraient des discriminations, indiqueraient qu'il y a des discriminations et donc qui seraient, eux, islamo-gauchistes, idiots utiles, alors de l'islamisme ou de l'islam, d'ailleurs, c'est pas clair. Donc, ça me rappelle aussi l'accusation d'anti-français qui a été faite pendant la guerre d'Algérie et qui était déjà une accusation, on pourrait dire, d'arabo-gauchisme, en quelque sorte. Bon. Donc, ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La seconde remarque, c'est que ce terme d'islamo-gauchiste va être souvent maintenant accolé au terme de séparatisme. C'est une remarque complémentaire à la première. Et ce terme de séparatisme, au départ, il pouvait être intéressant parce qu'il pouvait vraiment séparer justement des gens qui avaient un projet radical de société non démocratique et qui, à ce moment-là, effectivement, se séparaient de la démocratie et de la République à tous les autres, disons, qui étaient inclus dans le cadre républicain, y compris ceux qui formaient ce qu'on appelait des communautés. Et au départ, le terme de séparatisme se voulait un peu polémique par rapport au terme de communautarisme qui était très souvent utilisé à temps et à contre-temps comme si l'individu était un individu abstrait et qui n'était pas lié aux autres. Bon. Mais finalement, le terme de séparatisme a été repris idéologiquement, il a dévié, et au lieu d'isoler l'extrémisme, de plus en plus, il est devenu un terme un peu synonyme d'islamo-gauchisme, c'est-à-dire permettant de stigmatiser tous ceux qui ne seraient pas dans un universalisme abstrait, parce que dans l'affaire, c'est ça le problème, c'est de savoir si on fait un universalisme abstrait qui ne tient pas compte des inégalités sociales, des discriminations, des inégalités de genre, etc., ou si au contraire, on a une visée universaliste, mais si cette visée universaliste, elle se réalise à travers la lutte contre les discriminations, à travers la lutte contre les inégalités sociales, et donc en disant qu'il y a des groupes discriminés, racisés, stigmatisés et mis de côté par la communauté. La troisième remarque, c'est de dire que islamo-gauchiste, ça fait allusion. Alors, le terme islamo est ambigu, puisque ça peut être aussi bien l'islamisme radical
que l'islam en général, et évidemment on joue sur ce court-circuit et sur cette ambiguïté, mais il y a un autre terme qui est quand même un terme plus précis, qui est le terme de gauchisme, qui fait allusion aux années 60 et aux années 70, au début des années 70. Et là, effectivement, il y a eu un mouvement gauchiste, et ce mouvement gauchiste, il était tenté par une radicalisation politique, il était tenté même, dans certains pays, ça a été le cas, par du terrorisme. Ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas en Italie. Mais sauf exception, ça n'a pas été le cas en France. Et pourquoi? C'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi? Parce que en France, finalement, il y a eu un terreau d'intellectuels, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et d'autres, Ricoeur aussi, qui ont été des sortes de médiateurs entre ces mouvements gauchistes et la société globale. Et finalement, la société globale a accepté qu'il y ait ce rôle de médiation. Alors bien sûr, il y a eu des noms d'oiseaux contre Sartre et contre d'autres, mais quand même, globalement, il y a eu une acceptation que des gens jouent ce rôle de médiateur. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Il y a des gens qui, pour des raisons diverses, justement parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils sont stigmatisés, parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société, peuvent être tentés par des extrémismes, peuvent être tentés par des mouvements radicaux, que ce soit des radicalismes politiques ou religieux, voire tentés par des mouvements prenant le terrorisme. Il ne faut pas nier cette réalité. Mais si on disqualifie à l'avance tous ceux qui vont essayer d'être un pont, tous ceux qui vont essayer d'être des médiateurs, tous ceux qui vont essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir les deux pieds dans la République, les deux pieds dans la démocratie, alors finalement, on favorise l'extrémisme, on favorise le radicalisme. Et donc, il faut se rappeler cette expérience, disons, de la France fin des années 60, début des années 70, qui a réussi à juguler la tentation terroriste, disons, de certains groupes gauchistes radicaux par l'acceptation d'un terreau d'intellectuels médiateurs et aujourd'hui accepter que les intellectuels prennent des risques, éventuellement même, et jouent ce rôle de médiateur. Et enfin, comme les trois mousquetaires sont quatre, je terminerai par une quatrième remarque. Bon, j'ai essayé d'entendre ce que pouvaient dire de bonne foi certaines personnes qui utilisaient ce terme islamo-gauchiste. C'est toujours intéressant d'entendre ces contradicteurs, etc. Et je me suis aperçu que très souvent, il y avait un court-circuit qui était fait implicitement entre la défense des droits humains, je dirais, de gens qui sont par ailleurs musulmans et l'approbation du système politico-religieux qui règne dans les pays musulmans. Et les gens de bonne foi faisaient ce court-circuit. Il est clair que le fait de défendre des droits humains de gens qui sont par ailleurs musulmans et qui des fois sont stigmatisés parce que musulmans, mais qui peuvent être aussi stigmatisés parce qu'ils appartiennent à des couches dominées de la société, ne signifie pas du tout, bien au contraire, une approbation de régimes politico-religieux qui règnent dans les pays musulmans. Et c'est plutôt ailleurs qu'on rencontre ce double discours. Et moi, je voudrais rappeler, par exemple, qu'Elisabeth Badinter est une actionnaire importante de Publicis, qu'il y a un livre qui est paru récemment de Pierre Connaissable sur le lobby saoudien en France qui montre qu'effectivement, Publicis et Elisabeth Badinter, par ce biais, font la promotion du régime saoudien. Et donc, il faut dénoncer le double jeu, le double discours de gens qui, d'un côté, se veulent des républicains rigides, plus républicains que moi tu meurs, et qui, à côté de ça, font la promotion de régimes qui, effectivement, essayent de propager en France un islamisme radical et, que, personnellement, je combats, et bien sûr, beaucoup d'autres personnes avec moi combattent. Donc, voilà un peu les quatre remarques que je voulais faire en introduction de ce débat.